Est-ce qu'on peut gérer plusieurs sites avec une seule installation de cet amic, le CMS, je rappelle, qui déchire? Pour gérer la traduction, gérer le multidomaine ou même avoir un SaaS qui aurait plusieurs clients, donc plusieurs sites web. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne la partie multisite de cet amic. D'abord, peut-être que vous avez remarqué que c'est marqué ici Pro Feature. Alors, effectivement, il y a une partie pro de cet amic, une version payante de l'outil, où on a accès à différentes ressources. Pour l'instant, je vous en parlerai ça un peu plus tard. Là, on peut quand même gérer la partie multisite sans payer l'outil ou quoi que ce soit. Mais je ferai une vidéo sur la partie pro du CMS, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification à ce moment-là. Et moi, je reviens sur le sujet. Donc, quand vous faites un site web, vous avez quand même très régulièrement besoin de faire du multisite. Souvent, le besoin principal, c'est de traduire le site. Et non seulement on peut traduire le site par différents contenus, mais aussi on aimerait avoir différentes URL par rapport au site web. Par exemple, monsite.com/fr pour en français et monsite.com/es pour en espagnol, ou à l'inverse, fr.monsite.com ou es.site.com. Bon, ça c'est question de SEO et tout ça. Reste qu'on a besoin de faire ça, et sur Tatamic, on peut le faire très facilement. Donc dans la partie documentation, si vous voulez voir plus loin, c'est ici contre le panel multisite, mais moi je vais vous montrer un exemple d'un site que j'ai fait pour un client. Ce client-là, c'est un agent immobilier qui est vers Toulouse, donc il avait besoin de faire du contenu en espagnol et en français, et puis aussi en anglais tant qu'à faire. Vous voyez ici, c'est en espagnol. Si je fais FR, on a changé de site, il est passé en français. C'était très simple. Comment ça marchait pour lui? Eh bien, tout simplement, on va aller voir que sur son dashboard, vous voyez au niveau de son contrôle panel, donc là je suis en local bien évidemment, eh bien, vous reconnaissez ce qu'on avait d'habitude. Ok, c'est classique, collection, ici, les pages, tout ça, tout est tout à fait classique. Sauf que vous allez voir, par exemple, si je veux modifier la page d'accueil, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que ici, maintenant, il y a un nouvel onglet qui s'est rajouté, où je peux changer le site en français, donc remplir le contenu de la page quand c'est français, quand c'est anglais et quand c'est espagnol. Alors en fait, oui, quand on crée différents sites, on doit configurer différentes choses, le nom du site, l'URL et puis une clé qui va être unique. Et après, on peut dire, n'importe quelle collection, est-ce qu'elle est liée à tel ou tel site? Donc par exemple, moi je dis que toutes les pages étaient liées en français, en anglais et en espagnol. Et puis, je vais aller un peu là-dessus, mais on peut aussi préciser que tel champ est traduisible, l'autre ne l'est pas. Par exemple, le titre du site web, il va forcément être traduisable, plutôt. Par contre, une image d'illustration, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol, c'est la même. Donc, au niveau de mon blueprint, je peux indiquer assez facilement si un champ est traduisible, je sais pas, ou pas. Donc, par exemple, vous voyez ici, là, si j'ai activé ce truc-là, le titre peut être traduit. Si j'enlève, le titre ne peut pas être traduit, donc ça sera la valeur prise par la valeur originale. Ça veut dire que je viens de créer, on va dire, une nouvelle page, la page d'accueil justement ou quoi que ce soit. Je vais ensuite, donc j'ai fait tout le contenu en français, je vais faire ça en anglais, eh bien je vais recréer une entrée en publiant cette page anglais, mais elle va pouvoir reprendre toutes les données originales et je change juste ce que j'ai à changer. Bref, c'est assez simple, assez pratique. On peut switcher aussi dans le CP à ce niveau-là de site web, du site web effectivement, pour avoir les différentes données. Maintenant, tout est traduisable, traduisible, je sais toujours pas, les pages des collections, le menu, les globales, le footer, on peut vraiment tout switcher à ce niveau-là, et c'est assez intéressant. À une époque, ça se mettait carrément dans le code. Vous voyez ici, par exemple, c'était un Satamic 4 celui-ci. Et bien voilà, c'était dans le code, dans config, dans app/config/tatamic/site.php. J'écrivais ici tout bêtement mes différents sites, en mettant le nom du site, la locale pour la traduction, l'URL du site, et puis différents attributs que je pouvais utiliser après par la suite au niveau de mon code, notamment pour gérer le petit switcher. Bref, c'est simple et efficace. Retenez juste que on peut faire ça. Avant de vous quitter sur cette vidéo, j'aimerais vous reparler justement du fameux projet dont j'ai abordé dans la vidéo précédente, le produit SaaS que je suis en train de créer. C'est un produit SaaS où je veux que des églises puissent facilement utiliser mon application pour créer des sites web pour elles. Alors, vous imaginez bien que dans ce cas-là, le Satamic que j'ai créé, je passe par le multisite, parce que j'aurais besoin de créer un site pour chaque église, et je ne veux pas créer une instance Laravel Satamic pour chaque client. Je veux que si j'ai 1000 églises qui utilisent mon application, j'ai un seul Satamic, mais que j'ai 1000 sites sur mon Satamic. Alors comment ça marche? Vous voyez ici, c'est une version un peu plus récente. C'est la version 5, il faut que je passe à la version 6 prochainement. Eh bien, donc là ici c'est le test bien évidemment, je peux tout tester, je peux tout gérer ici. Donc typiquement j'ai un premier site là, et un deuxième site juste ici, et je peux switcher là et là. Ok? Et comme ça, je peux modifier le contenu de tel site ou tel site assez facilement. Bien sûr,
J'ai créé des utilisateurs pour chaque site et j'ai géré les rôles et les permissions pour que quand une église se connecte, elle ne puisse modifier que son site à elle et pas le site d'autres églises. Mais ça, justement, c'est la vidéo suivante où je vais vous parler des rôles et des permissions. Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous que vous puissiez être au courant quand je vais sortir la vidéo aussi sur les utilisateurs, sur les rôles et sur les groupes de rôles et sur les permissions. Merci.